J'ai été voir mon banquier et en fait, on avait des prêts étudiants pour acheter des ordinateurs, ou des choses comme ça. Et puis, je lui ai dit, bah oui, il va falloir que je m'achète quand même du matériel pour l'école. Et puis, j'ai acheté une 205 GTI. J'avoue. Mais non, la passion n'a rien à faire dans mon job. Je me suis dit, en rentrant chez Porsche France, je ne peux pas avoir un œil de passionné sur mon job. Donc, j'ai vendu mes voitures. Je n'avais plus de Porsche personnel. J'étais à fond sur ma mission. Pour avoir heureusement des RS thermiques pendant quelques années, mais le dernier modèle thermique pur sera lancé en 2026. Pause. Il faut que je t'explique. Autosphère, c'est le partenaire de notre émission pour qu'on puisse se concentrer à fond sur la réalisation de nouveaux épisodes de dingue. Et si je te dis qu'il y a de fortes chances que tu aies une concession à moins de 30 minutes de chez toi. Autosphère, c'est le distributeur qui vend le plus de voitures en France, avec 250 concessions de Dacia à Maserati réparties sur l'ensemble du territoire. Rien de plus simple si tu souhaites acheter, vendre ou entretenir ta voiture. Il t'accompagne et te conseille pour tout ce qui concerne ta voiture, que tu achètes une voiture neuve, d'occasion, avec un financement ou en reprenant ton véhicule actuel, et même pour son entretien. Alors fonce sur leur site pour découvrir l'ensemble de leurs services et leur stock de véhicules, tu trouveras forcément la voiture qui te correspond. Si tu cherches la voiture qui te fera vivre autant d'histoires et d'émotions que celle de mes invités, direction Autosphère. C'est parti, interview du DG d'Audi France, Marc Wayoun. Bonjour Marc. Bonjour Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. C'est un honneur. Bah oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Mans Classique. On se quitte pas en fait. Non, on se quitte pas, c'est vrai qu'on se croise beaucoup ces derniers temps. Juste avant de démarrer, pensez justement à vous abonner, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des invités toujours plus importants, comme Marc, et vous verrez la suite est aussi très très belle. Marc, c'est un podcast qui est filmé mais qui est aussi en audio. Donc est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui n'ont pas l'image ? Alors, je m'appelle Marc Wayoun, je suis le directeur général d'Audi France, j'ai 51 ans, voilà. Et on va parler de plein de choses ensemble. Et c'est bientôt ton anniversaire d'ailleurs, je crois. Très bientôt, dans quelques semaines. T'es avant tout un passionné automobile depuis l'enfance. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs ? Parce que souvent, ça remonte à l'enfance et à la famille, aux parents. Toi, je crois que c'est pas trop ton cas. Non, comment ça c'est venu en fait ? Alors c'est venu, beaucoup de garçons de 8-10 ans jouaient avec des petites voitures. Moi j'avais des majorettes comme des milliers d'autres enfants. Mais moi la différence c'est peut-être que à un moment j'ai très très jeune, je me suis dit que l'automobile je voudrais en faire mon métier. Et comment c'est arrivé ? En fait, mon père n'est pas du tout ni bagnole ni voiture. Mon père est mélomane, mais il aimait bien me ramener de ses voyages des magazines de voitures. Et je me rappelle qu'il me ramenait à l'époque toutes les voitures du monde. Je sais pas si tu te rappelles. D'ailleurs, ça existe toujours. Et pour la petite histoire, c'est, je sais pas si tu vois, forcément tu vois qui c'est, Stéphane Rothenberg. Oui. J'ai fait un épisode avec lui et il racontait qu'il a eu fait pendant quelques années de répertorier toutes ces voitures. Ouais. Et que c'était un travail de fourmi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Exactement. Et c'était l'annuaire des automobiles. C'était l'annuaire des automobiles, donc il y avait bien sûr toute la production européenne, mais également tout ce qui était très exotique. Et je me rappelle très très bien de ces magazines que je découpais littéralement. Je faisais des tableaux, je comparais, et puis j'essayais d'apprendre tout ce qui existait à l'époque. J'essayais toujours de me projeter. Par exemple, je me disais, tiens, si demain je faisais acheter une voiture à mon père, qu'est-ce que ce serait ? Donc je faisais des petits tableaux comparatifs, et je me rappelle de ça, et ça m'a beaucoup occupé. Et c'est vrai que ça a été un peu un déclencheur pour moi de me dire finalement j'aime l'automobile. Bon, quand on est adolescent, qu'on a 12-13 ans, on s'imagine pas forcément tout ce qu'il y a derrière, mais en tout cas ça fait rêver, le design, les voitures de sport, le rallye. Déjà à l'époque je regardais un petit peu tout ça, le rallye, l'endurance, et c'est arrivé comme ça. Et je me souviens en particulier d'un magazine, toutes les voitures du monde, de mémoire ça devait être 85 ou 86 avec la Ferrari Testarossa en couverture. Et celui-là, je dois toujours l'avoir parce que il m'avait marqué. La Ferrari Testarossa m'avait marqué. Et puis, tout ce qu'il y avait dedans à l'époque, on voyait chez Porsche la 959, les 911 turbo, tout ça. Donc Ferrari, Porsche. Enfin, il y avait plein de beaux exemples qui m'ont fait rêver. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut absolument que je travaille dans l'automobile. Surtout que toi, tu as eu la chance aussi de connaître cette époque de vraiment de la folie automobile. C'est-à-dire, je parle du groupe B,
Je Absolument. pense effectivement au Dakar. C'était les années folles du Dakar. Ouais. Les 24 heures du Mans, on en parle évidemment aussi. C'était presque vraiment le plaisir à l'état pur qui était au centre de tout, quitte malheureusement à ce qu'il y ait des vies qui soient passées, mais c'était moi je pense qu'il y a eu deux âges d'or dans l'automobile. Il y a eu les années 60 où on a vu la créativité, les voitures italiennes en particulier, et puis on commençait à avoir des voitures très innovantes. Bon, tu sais que j'aime bien aussi Citroën, donc j'ai été toujours fasciné par la DS, mais je dirais qu'après les années 60, les années 80-90 ont été des années très marquantes. Alors peut-être parce que j'étais adolescent à l'époque, mais c'est vrai que il y avait c'était une époque assez spectaculaire. Il y a beaucoup moins de contraintes qu'aujourd'hui. Alors les groupes B, t'en as parlé. Moi, j'étais absolument fasciné par la 205 Turbo 16, qui a tout gagné, mais également Le Mans. Enfin, j'ai toujours suivi l'endurance et je me souviens en particulier du triplé des 956, début des années 80, Porsche triplé au Mans, extraordinaire. Les Rothmans, bon voilà, ce sont des voitures qui étaient encore finalement assez rustiques, extrêmement performantes, dangereuses. Et oui, les choses ont beaucoup évolué, mais moi je suis pas du tout nostalgique. Je pense qu'on fait aujourd'hui encore des voitures extraordinaires, avec beaucoup plus de technologie, peut-être un peu plus de barrières pour les voitures de Monsieur Tout le Monde. Mais les années 2000, je dirais à partir des 80-85 jusqu'à 2000, je dirais ouais, c'est quand même un bel âge d'or de l'automobile. On a vu arriver beaucoup de modèles iconiques qui aujourd'hui sont des youngtimers en fait. Pour montrer aussi à quel point justement cette passion elle t'a presque dévoré, tu m'as raconté une anecdote qui est, je trouve, très très drôle et très marquante. C'est que pour le brevet, donc c'est en troisième, tu as écrit un texte qui en fait te prédestinait à ce que tu voulais faire plus tard, c'est ça ? Absolument, le brevet, le thème c'était en gros quelle est la profession que vous aimeriez exercer plus tard, et j'ai écrit sur cette volonté de rentrer chez un constructeur et de travailler pour une marque automobile. J'ai toujours mon brouillon que j'ai gardé dans mes archives, et pour te raconter une anecdote que j'ai pas souvent racontée, quand j'ai eu mon premier entretien chez Mercedes, parce que j'ai commencé chez Mercedes, on va peut-être en parler. On y reviendra après. J'ai rencontré le DG de Mercedes de l'époque, et je lui ai simplement lu la première page de ma dissertation. Je lui ai dit voilà, ça fait très longtemps que j'imagine travailler dans l'automobile. Voilà ce que j'ai écrit en troisième, et je lui ai lu ça. Bon, j'ai été embauché, je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas ça a été quelque chose qui a montré une vraie persévérance en fait. Une persévérance et la volonté de transformer un rêve en quelque chose de très tangible, c'est de mettre tout en œuvre pour travailler dans l'automobile comme je l'ai fait. Et puis ce qui est impressionnant, c'est à quel point, comme tu dis, ça a été transmis dans ta force de travail, mais très jeune, parce que très jeune, tu as été drivé par ça. À l'âge où souvent on batifole plus qu'on se met dans le travail sérieusement. Donc comment ça se traduit dans ton parcours pour arriver justement à ton but, travailler dans l'automobile ? En fait, il y a eu quelque chose de marquant. Je pense que quand on a 14-15 ans, on a besoin aussi de se projeter, on a besoin de mentors. Et à l'époque, j'ai eu une chance incroyable, c'est de rencontrer quelqu'un qui m'a motivé, mais de manière très distante finalement, parce que c'est quelqu'un que j'ai jamais vraiment connu, mais c'était à l'époque une personne qui travaillait chez Sonoto, et cette anecdote est vraie, hein, je l'ai déjà racontée, mais je vais la raconter encore une fois. J'allais donc tous les 2 ans au salon de l'auto, et Porsche, ça faisait partie des marques qui me fascinaient à l'époque. Plutôt d'ailleurs marque germanique, parce que on l'a pas dit, mais ton père est franco-allemand. Mon père est franco-allemand, ouais. Donc il y a sûrement un lien aussi. Ma grand-mère est allemande, et c'est vrai que j'ai grandi dans un univers très franco-allemand. On allait tous les étés en Bavière, donc oui, c'est vrai que j'avais ce côté franco-allemand, et pour moi l'expression même de l'ingénierie, du design intemporel, déjà à l'époque, c'était Porsche. Ça a été la marque qui m'a le plus parlé, et tous les 2 ans j'allais en salon de l'auto, et je me rappelle, j'étais devant le stand qui était fermé, il y avait des vitres, et puis il était accessible que sur invitation, et il y a un des patrons de Sonoto qui m'a remarqué à l'extérieur du stand et qui m'a proposé de rentrer.
Donc moi, j'avais 14 ans, donc j'étais complètement impressionné, presque surpris. Et donc, il m'a accueilli d'une manière incroyable. Il m'a fait faire le tour du stand, on m'a permis de m'asseoir dans les voitures. Il m'a donné toutes les brochures que j'ai gardées précieusement parce que je collectionnais à l'époque toutes les brochures automobiles. Et il m'a dit, écoute, travaille bien à l'école et puis un jour, soit tu posséderas une Porsche, soit tu pourras peut-être travailler pour la marque. Et donc, je l'ai vraiment pris au mot. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est bon, c'est un demi-dieu pour moi. Quand je suis sorti du stand, j'avais des étoiles dans les yeux, mais je me suis pas dit, je vais juste en rêver. Je me suis dit, je vais vraiment, vraiment travailler à fond pour ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dur. Bon, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai toujours gardé en tête cette motivation qui est restée pendant des années. Et ce qui était rigolo, c'est que tous les ans, il m'écrivait une petite carte pour me dire où tu en es. Voilà, je te souhaite, je me rappelle plus si c'était pour la nouvelle année ou pour mon anniversaire. En tout cas, il m'envoyait un petit mot et c'est une personne qui m'a certainement aiguillonné de manière très inconsciente parce que finalement, je l'ai jamais rencontré plus que ça. J'ai rencontré il y a quelques années. Ah, tu l'as revu? Je l'ai revu, ouais. Maintenant, il est à la retraite et puis il était très fier de voir tout ce qui s'était passé pour moi. Et il m'a dit, il m'a raconté, tu sais, j'ai toujours considéré que Porsche était un rêve d'enfant et c'est la raison pour laquelle j'ai pris toujours le soin quand je voyais un gamin qui traînait devant le stand de lui faire visiter le stand ou de l'accueillir et c'est ce qu'il a fait avec moi et je dois dire que ça m'a non seulement aiguillonné mais ça m'a vraiment aidé à avoir un but et ce but c'était de travailler dans l'automobile et pourquoi pas chez Porsche. Voilà. Et tout ça est vrai. C'est incroyable d'avoir été, je te dis, drivé aussi jeune, moi, ça me fascine. Ouais. Donc là, tu sors d'école de commerce, si on reprend un peu le parcours. Ouais. Toujours avec ce rêve de bosser dans l'automobile. Ouais. Tu en as jamais été aussi proche puisque tu as fini tes études. Je crois que tu as fait un premier stage chez Peugeot. Absolument, j'ai fait une année de césure même chez Peugeot à la direction marketing produit. Donc j'ai travaillé sur le lancement 306 à l'époque. Hein, ça ne nous rajeunit pas. C'était la 106 XSI, 306, 405 facelift. Enfin voilà, j'ai travaillé sur tout ça. Très modestement, hein, assistant chef de produit. Donc je faisais des gammes, je faisais des comparaisons de prix. J'ai fait des plateformes de lancement. Et puis j'avais l'occasion aussi, grâce à ce stage, d'accompagner des ingénieurs. Parfois, j'étais à Mortefontaine par exemple, faire des essais de série, donc c'était vraiment un stage sympa. Et ça m'a permis d'une première expérience dans l'automobile, effectivement. Et donc là, tu finis tes études. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours effectivement ce rêve d'aller chez Porsche, mais on est en 95. Ouais. Qui dit contexte assez particulier. Ouais, 95, des années très difficiles pour Porsche. Ce sont les années d'ailleurs où la marque a produit le moins de voitures. Puisque on était sur des ordres de grandeur de 14-15 000 voitures par an. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000. Donc, c'était vraiment la période des vaches maigres. Il y avait eu la crise financière aux US qui a beaucoup impacté la marque. Et Porsche, à l'époque, n'embauchait absolument pas. Bon, en France, c'était moins de 600 voitures. Donc, bien sûr, j'ai envoyé mon CV chez Sonauto. À l'époque, c'était Sonauto. Le distributeur officiel, hein, je dis ça. Le distributeur officiel qui m'a gentiment répondu qu'il n'embauchait pas. Et donc, j'ai envoyé mon CV à quelques constructeurs, dont Mercedes, l'autre marque de Stuttgart. Et là, par contre, il y avait, ils embauchaient des jeunes diplômés. Et j'ai rencontré, comme je te l'ai dit, le DG de Mercedes qui m'a embauché. Donc, j'ai commencé ma carrière avec la marque à l'étoile. Donc, qu'est-ce que tu y fais à ce moment-là? Alors en fait, j'ai été embauché à une position qui était vachement intéressante, vachement sympa. C'est ce qu'ils appellent leur programme de pépinière. Donc en fait, tu pouvais en fait évoluer assez rapidement sur différentes fonctions. Et moi, j'ai commencé par le marketing. Donc j'ai commencé au marketing événementiel. Donc j'ai travaillé sur des lancements de produits. Très très vite, en fait, Mercedes à l'époque préparait son offensive produit, son élargissement de la gamme par le bas, donc la classe A en particulier. Moi j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur le lancement de la classe A, sur pas mal d'événements produits, aussi bien autour des gammes actuelles, mais également des nouveautés. Donc classe A, ML qui arrivait quelques années après. Et très vite, je suis passé sur un projet de marketing relationnel
et un très très gros projet européen qui intégrait en fait le marketing relationnel, une base de données clients, un centre d'appel européen pour traiter la relation client, ce qui était complètement nouveau. Et c'était un projet assez novateur parce que très intégré au niveau de l'ensemble des filiales européennes. Et donc j'ai très très vite quitté le marketing France pour rejoindre une cellule qui se crée autour de ce projet de CRM. Et cette cellule se crée en Angleterre. Donc je suis parti après à peine 2 ans en France pour... Tu rentres à 24-25 ans et tu t'expatries à 27 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Là, je pars en Angleterre rejoindre cette équipe, donc qui était dirigée par un Allemand, et donc il a rassemblé un certain nombre de jeunes de différents marchés. Donc il y avait, on était une vingtaine de personnes. Il y avait français, italien, espagnol, allemand, anglais, et notre target, c'était vraiment de créer cette approche marketing européenne. Programme de conquête client, programme de fidélisation. En fait, c'était un peu novateur parce que on passait d'un marketing purement orienté produit. Donc, lancer un produit typiquement, à un marketing orienté client, c'est-à-dire qu'on s'intéressait plus aux phases d'achat et de possession du client. C'était complètement nouveau à l'époque. On était en 97-98 quand j'ai commencé ce projet, et donc on développait tous les programmes pour en fait créer ce qu'on appellerait un entonnoir, c'est-à-dire travailler une base de données qualifiée de leads qui vont progressivement être de plus en plus qualifiés pour par un phénomène de marketing relationnel, de les intégrer petit à petit et les envoyer vers le réseau. Donc avec bien sûr l'intégration des concessionnaires qui eux-mêmes avaient des outils pour suivre ces leads. Enfin, c'était une approche assez nouvelle, assez moderne à l'époque et très intéressante. Sachant que c'est encore des chantiers sur lesquels vous bossez maintenant chez Audi. Absolument. Dans un niveau plus avancé puisque les bases sont bien sûr là, mais avec le digital, ça a accéléré complètement tout ce qui est génération de leads, bien évidemment. Mais à l'époque, il n'y avait pas de digital. Il n'y avait pas encore d'iPhone. L'iPhone est arrivé quand même 10 ans plus tard. Ouais. Et déjà, cette volonté d'avoir une base de données, de qualifier des leads, de faire de la relance, de suivre les clients jusqu'au réachat. D'avoir de la data. D'avoir de la data, exactement. Donc, c'était assez novateur à l'époque. Ouais. Pour autant, t'as pas oublié ton côté passionné, parce que je crois que tu t'es acheté une petite voiture en pré-étudiant à ce moment-là. Ouais, j'avoue. J'ai fait la même bêtise que toi à l'époque. Je peux l'avouer, j'ai été voir mon banquier et en fait, on avait des prêts étudiants pour acheter des ordinateurs, des choses comme ça. Et puis, je lui ai dit, il va falloir que je m'achète quand même du matériel pour l'école. Et puis, j'ai acheté une 205 GTI. J'avoue. Ce qui est important pour l'école. Et c'est important de pouvoir se déplacer. Et, c'était ma première vraie voiture passion. Avant, j'avais eu une petite 205 SR quand j'ai eu le permis, mais quelques années plus tard, j'ai acheté cette 205 GTI qui était bleu ciel, absolument magnifique, 1,9 litre en plus. Et j'en ai un souvenir, bien sûr, de Madeleine de Proust, un souvenir très nostalgique. Donc c'est une voiture que tu pourrais racheter par la suite maintenant. Absolument. Ouais. C'est une super caisse. C'est vraiment. Qui s'est vraiment enflammé, je trouve, en termes de prix, mais bon, ça reste une super caisse. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, ça valait pas cher. Je me rappelle très bien, je l'avais payé 33 000 francs. Ce qui fait combien, ça va prendre en euros? Ça fait à peu près 5 000 euros. Ouais, donc, c'était carrément plus raisonnable. Maintenant, c'est de n'importe quoi. Ouais. Donc, si on revient un peu sur ton parcours, tu as cette expérience d'expatriation chez Mercedes. Ouais, pendant 3 ans et demi. Quand tu rentres, tu veux rester dans le groupe, qu'est-ce qui se passe? Dans l'expatriation, le plus dur, c'est de rentrer. C'est pas de partir. Donc, il faut faire des choix. Souvent, quand on rentre, on se retrouve dans une situation où on doit refaire ses preuves, changer parfois un petit peu de métier. Donc, pour moi, ça a été à la fois une difficulté et une opportunité. Une difficulté dans la mesure où, en fait, je voulais faire du terrain. Donc j'attendais, donc j'ai fait un stage dans une succursale en Allemagne pour apprendre un petit peu le retail, très intéressant. Et j'attendais en fait de pouvoir prendre un poste de chef des ventes dans une succursale Mercedes à l'époque. Donc c'était un peu la voie que tout le monde voulait faire, donc faire du terrain. Il se trouve qu'il y avait pas de poste quand je suis arrivé en France. Et donc, au bout de 2-3 mois de formation et d'observation, j'ai commencé à trépigner un petit peu. Donc, j'ai été voir mon patron et je lui ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien mettre le pied à l'étrier, bosser, avoir relevé un challenge. Et il m'a dit, écoute, j'ai un super challenge pour toi si tu veux tout de suite. Là, maintenant, on a Smart. À l'époque, Smart avait été, donc on était en 2001.
Donc la marque était toute jeune, elle avait été reprise en main par Mercedes et c'était quand même, faut dire, un peu le bazar au départ. Donc ils cherchaient à mettre des personnes de Mercedes sur des postes, aussi bien au siège, puisque Smart est arrivé au siège de Mercedes France à Rocancourt, mais également sur le terrain dans les Smart Centers. Donc l'idée c'était vraiment de restructurer et de rendre l'activité plus rentable et aussi plus efficace, j'imagine. Oui, c'était pas simple parce que c'était une marque très très jeune. Alors ils avaient fait le pari d'embaucher beaucoup de personnes qui venaient pas du tout de l'automobile. Les systèmes étaient très neufs et pas très rodés. Donc c'était quand même un petit peu chaotique. Je débarquais de Londres, jeune diplômé, j'avais je crois 2001, j'avais à peine 30 ans, j'avais 29 ans et je suis arrivé dans ce Smart Center où il y avait beaucoup de choses à faire et donc j'ai commencé vraiment, on peut dire, les mains dans le cambouis. Là, j'ai tâté du terrain, c'est ce que je voulais. Alors, c'était très dur au début parce que il y avait aussi, c'était mon premier rôle de management, c'était compliqué. Puis j'imagine des décisions dures aussi parce que quand tu dis restructuration, ça veut dire aussi prendre des décisions qui sont pas faciles. Oui, j'étais au pied du mur. Donc, il a fallu que je réfléchisse à une manière de relancer le commerce, une manière d'animer le marketing, aussi d'embaucher. Effectivement, il y a eu quelques décisions difficiles à prendre, retrouver de la rentabilité. Donc, j'ai été face à, je dirais, une première expérience à la fois dans un contexte de grand groupe, mais également d'entrepreneur, ce qui m'a à la fois fait un petit peu peur au début, mais qui a été une opportunité incroyable parce que sans Smart, j'aurais jamais été chez Porsche. J'aurais jamais été chez Audi. Smart m'a appris beaucoup de choses. Non seulement, c'était difficile, mais c'était aussi la première fois que j'avais un rôle de leadership, pas seulement un rôle d'expert dans un domaine, puisque j'ai commencé un peu spécialiste marketing. Là, j'avais plein d'activités que je connaissais pas en arrivant, donc il a fallu que j'apprenne l'après-vente, les véhicules d'occasion, le management, le marketing local, et tout ça a été ultra formateur. Il a fallu que je structure, que je crée des reporting, que je m'entoure. Donc vraiment une expérience plus qu'enrichissante. Donc j'ai commencé avec un Smart Center. Ensuite, j'ai été nommé 2 ans après directeur de Smart Distribution en Île-de-France. Donc c'est à peu près un tiers des volumes français. Donc vraiment déjà une belle surface, plus de 3000 voitures. Ça représentait combien de personnes qui travaillaient avec toi ? 110 personnes. Ah, donc ça commençait à être des grosses équipes aussi jeunes. C'était une grosse équipe. La moyenne d'âge était, je dirais, d'à peine 30 ans. Beaucoup de jeunes, certains qui n'avaient pas du tout d'expérience de l'automobile. Et je dois dire que j'en ai gardé un souvenir ému parce que au bout de 3 ans, j'avais une super équipe. On avait des résultats. La marque était très attachante. Et je pense que d'ailleurs, c'était l'époque où la marque vendait, la marque était montée à près de 10 000 voitures en France. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Donc ça va revenir. Ça dépend aussi des cycles produits. Mais vraiment une expérience super intéressante qui m'a appris beaucoup de choses et comme je te le disais, si j'avais pas eu Smart, ou ça a été vraiment dur, hein. J'arrivais parfois devant le Smart Center le matin, la boule au ventre, souvent d'ailleurs, mais j'ai appris tellement de choses sur moi-même, sur les autres, sur le business, que ça m'a énormément servi d'ailleurs quand j'ai été embauché chez Porsche. Donc là, la transition, tu viens de la faire. Oui. Ça dure combien de temps chez Smart ? 2001 à fin 2005. 4 ans. Ouais. Ça s'arrête. Et là, tu as l'opportunité. Comment ça se passe concrètement ? Eh ben, c'est extrêmement simple. J'ai reçu un coup de fil d'un chasseur de tête. Ça devait être en octobre ou novembre 2005 pour Porsche France, qui cherchait le responsable du département des ventes. Pour Porsche, qui était donc plus en auto, mais qui était maintenant une vraie filiale, qui a été créée, je crois, en 1999 de mémoire. Et donc, à l'époque, la filiale cherchait... Il y avait, si tu veux, une direction vente et après-vente. Et donc, vu le développement de la marque, puisque le Cayenne venait d'être lancé, la 997 arrivait, ils ont séparé vente et après-vente. Et ils cherchaient donc un responsable du département des ventes. Ils ont aussi embauché à ce moment-là un responsable après-vente. Donc, j'ai été chassé. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai envoyé mon CV tous les 2-3 ans ? Je ne saurais jamais. Le chasseur de tête ne me l'a pas dit. Il se peut que ça ait aidé, mais en tout cas, c'est eux qui m'ont contacté. J'ai trouvé ça incroyable.
Donc je me suis préparé, j'ai travaillé dur pour préparer mes entretiens. Et puis la bonne nouvelle, ça a été au mois de fin novembre, je crois, où ils ont confirmé mon embauche pour un démarrage le 1er janvier, ou le 3 janvier 2006. Voilà. Donc là, tu commences ton aventure chez Porsche. Ouais. Tu vas enchaîner différents postes puisque tu vas y rester de nombreuses années. Absolument. Comment ça a évolué cette carrière? Est-ce que ça a été entre la France, le Canada? Ça a été vraiment des années extraordinaires parce que j'ai pu faire énormément de choses. Donc j'ai commencé en 2006 à structurer un nouveau département chez Porsche France, donc le département des ventes, avec le planning, tout ce qui est opération commerciale, les véhicules d'occasion qui commençaient aussi à être vraiment un focus pour le constructeur. Et puis, j'ai eu la chance au bout de 3 ans, même pas 3 ans, d'être promu directeur du réseau, des ventes et du réseau. Donc, j'ai récupéré, en fait, en plus de mes fonctions de département des ventes, j'ai récupéré le réseau. Donc, tout ce qui est animation du réseau, projet de développement immobilier, formation, standard. Là, encore une fois, ultra riche. Surtout à une période, donc là on est en 2008-2009 où la gamme s'agrandit, la Panamera arrive, donc la transformation de Porsche d'un petit constructeur qui petit à petit a rajouté des modèles. Donc je suis arrivé au moment du Cayenne, ensuite on a lancé la Panamera, ensuite on a lancé le Macan, donc à chaque fois un élargissement. L'objectif, c'était aussi de se professionnaliser sur le suivi du réseau, les indicateurs, le planning ce qu'on appelle le long-term planning, c'est-à-dire la planification des volumes sur 3 ans. Donc, j'ai vraiment eu la chance de voir, d'accompagner le développement de la marque pendant un certain nombre d'années, puisque je suis entré en 2006 et j'ai été chez Porsche jusqu'à mi-2022 à peu près. Donc, ça fait quand même 16 ans à peu près. Donc voilà, vente, développement réseau, et puis ensuite j'ai eu la chance de prendre la direction générale de la filiale française. Donc ça, c'était en 2011. Et j'ai eu vraiment l'incroyable opportunité de voir le retour de Porsche au Mans, alors que j'étais patron de la filiale française, et également de proposer à Porsche le programme, enfin le Porsche Experience Center au Mans, que j'ai été voir Porsche AG. J'aurais dit voilà, on a une opportunité et ça peut-être qu'on en parlera un petit peu, mais ça a été une très très belle aventure parce que elle est née dans un couloir de l'ACO, cette aventure. Avec Pierre Fillon. Avec Pierre Fillon, avec Vincent Beauménil. Et on discutait avec Vincent, on s'est dit mais pourquoi on mettrait pas un Porsche Experience Center ici? Il y en avait très peu à l'époque, il y en avait qu'un à Silverstone, c'est tout. J'ai eu la chance de voir pendant mon classique et c'est vraiment extraordinaire. Ah, c'est un endroit incroyable et Pierre Fillon, qui est vraiment quelqu'un que je respecte énormément et avec qui j'ai très très bien travaillé, m'a proposé cet emplacement au niveau du raccordement, et le projet du Porsche Experience Center a été un projet extraordinaire parce qu'en parallèle, Porsche revenait au Mans. Donc le retour au Mans, c'est 2014. Moi, j'ai pris mes fonctions de directeur général en 2011, et 2011, c'est à peu près le moment où Porsche a annoncé on va revenir au Mans. Donc j'ai vécu toute cette aventure 2011-2014, première participation au Mans. On se rappelle tous que les voitures ont tenu jusqu'à 22 heures sur 24. 2015, inauguration du Porsche Experience Center, victoire. Et là, 2015, 2016, 2017, et moi je termine ma mission en France fin 2017. Donc j'ai vécu les 3 victoires de Porsche au Mans. D'ailleurs, on entend comme rumeur que c'est justement parce que tu es parti qu'ils ont arrêté de gagner. Non, je suis parti pour de bonnes raisons. Je pensais à une anecdote que tu m'as expliquée par rapport à ta nomination en tant que directeur général, puisque au début tu as été directeur général par intérim, tout à fait. Suite à un départ. Ouais. Et donc tu avais ce poste avant d'être nominé de manière définitive pendant quelques mois. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et tu m'as raconté une histoire par rapport à DSK qui est très amusante et qui en même temps est un joli coup. Qui a peut-être pesé dans la balance, je ne sais pas, mais en tout cas qui était très très malin. Il y a eu une petite prise de risque sur cette histoire parce qu'effectivement il y a eu une belle petite polémique comme les Français et je dirais même le milieu parisien est capable de le faire, puisque DSK est monté à l'arrière d'une Panamera qui était une voiture d'un de ses amis qui s'appelle Ramzi Kiroun, une voiture d'ailleurs que j'avais indirectement vendue
puisque je l'avais rencontré et je lui avais présenté la voiture à l'époque. Et il y a eu toute une polémique sur la gauche caviar, DSK qui roule en Porsche, etc. Donc, c'était pile dans cette période d'intérim. Moi, je cumulais mon job de directeur des ventes et du réseau et le job de directeur général. Donc, t'as pas dormi pendant 6 mois, quoi. Là, ça a été quand même assez sportif, ouais. Et on s'est dit avec mon équipe, mais on va rebondir là-dessus parce qu'on parlait beaucoup de Porsche et pas forcément dans des termes positifs, parce que c'était un peu, il y avait beaucoup d'articles dans la presse parisienne. Et on s'est dit qu'on allait faire une pub, mais vraiment très ciblée dans Le Monde. Je me rappelle plus si on avait fait Le Figaro. Enfin, quelques quotidiens. Et on s'est dit qu'on allait faire une pub un peu pas provocante, mais un peu décalée. Et on a juste mis comme accroche Porsche ne fait pas de politique, juste de belles mécaniques. Et ça a été un tout petit investissement média, mais une énorme retombée positive pour la marque qui avait le sens de l'humour, donc ça franchement, ça a été une petite prise de risque quand même parce qu'on l'a fait dans notre coin. Je suis pas sûr que si on avait demandé en Allemagne, on aurait eu l'accord pour ça. Mais en tout cas, ça a été on a mesuré un petit peu les retombées médias et ça a été un super coup. Ouais. Alors, je suis pas sûr que ce soit grâce à ça que j'ai été nommé au mois de septembre. Je pense que c'est plutôt le fait d'avoir tenu la baraque, comme on dit, pendant 6 mois et que ça s'est bien passé. Mais en tout cas, ça a été une petite anecdote sympa sur ce qui s'est passé à l'époque. Ouais. Surtout que ça devait être stressant pour toi parce que le fait d'avoir ce poste par intérim, alors que tu savais aussi que le processus de recrutement fonctionnait à côté de toi. Ouais. J'imagine qu'il y a dû y avoir des petites sueurs froides quand même. Ah oui, j'en ai eu, ouais, parce que j'avais des gens qui m'appelaient en me disant tiens, on a entendu parler d'un chasseur de tête qui reçoit des candidats pour être patron de Porsche France, et moi j'étais en intérim, donc forcément ça me remue un petit peu. Et puis de toute façon, j'avais dit à mon prédécesseur, donc qui était allemand et qui était en fait qui est arrivé en France, et au bout de 3 ans de contrat, je dirais comme un métronome, il est parti en Allemagne. Donc il n'y a pas eu de transition, quoi. Il m'a appelé le jeudi soir, il m'a dit lundi je suis parti. Mais c'est vrai que ça a été hyper sportif, ça a été compliqué, ouais. Mais bon, j'avais dit si j'ai pas le job, pas de problème, mais je vais pas rester. Ouais. Et au final, ils ont effectivement reçu quelques candidats. Moi-même, j'ai vu un chasseur de tête, j'ai fait un assessment comme tout le monde. Et il m'avait prévenu, il m'avait dit, tu seras mis en concurrence. Et je pense que c'est très Porsche de faire ça, de créer cette compétition, que le meilleur gagne. Et je me suis battu, mais vraiment, comme tu me l'as signalé, ça a été sportif, mais j'ai réussi. J'ai été nommé en septembre 2011. Voilà. Donc tu as toute cette période justement, donc tu l'évoquais en tant que directeur général de Porsche France. Forcément, c'est aussi plein de, tu le disais, mais à travers toute cette expérience Porsche, tu as eu plein de lancements de modèles, et puis un renouveau même de la marque. Oui, et puis on a travaillé, j'ai travaillé avec mes équipes sur beaucoup de choses très structurantes à l'époque. Il y avait bien sûr la professionnalisation du réseau, l'élargissement de la gamme, donc il fallait vraiment qu'on soit irréprochable et qu'on aille travailler des choses qu'on travaillait pas du tout auparavant, les véhicules d'occasion, les ventes aux entreprises pour le Cayenne, etc. Mais au-delà de ça, on a beaucoup... Moi, c'est vrai que je suis passionné, on pourrait dire, oui, c'est un passionné à la tête de Porsche, mais non, la passion n'a rien à faire dans mon job. Par contre, travailler sur les ressorts de l'émotion, de la passion pour Porsche, c'était important parce que ça fait partie de l'ADN de la marque. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé sur des choses, sur la communauté Porsche, j'ai essayé de rassembler un petit peu. Aujourd'hui ça paraît évident parce que je dirais que tout est en place, mais à l'époque, par exemple, les clubs ne parlaient pas forcément au réseau. Il y avait des communautés qui se parlaient pas beaucoup. Le classique, vous parliez des Porsche classiques au réseau en France. On était en 2008-2009, on vous disait avant la 96, on veut pas en entendre parler parce que le classique c'est pas fait pour le réseau. C'est des gens qui vont aller négocier des remises sur les pièces, des remises sur les taux horaires, qui vont être extrêmement exigeants. Le réseau n'est pas fait pour ça. C'est ce qu'on me disait à l'époque. Aujourd'hui, j'ai lancé le concours classique qui maintenant existe dans plein de pays et aujourd'hui le classique fait partie intégrante
du business Porsche, y compris pour le réseau officiel. C'était pas le cas à l'époque. Les clubs ne parlaient pas. Alors déjà, il y avait des clubs qui se parlaient pas entre eux, donc il a fallu structurer avec la fédération des clubs, travailler sur l'ADN classique de la marque, mais également la compétition. Enfin, des choses qui me paraissaient moi. J'étais dans mon élément, mais je l'ai fait pour la marque et non pas juste parce que Marc Wayon est passionné de voitures ou de Porsche. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je suis rentré chez Porsche France, j'avais 2 Porsche. J'avais une 928 et une 3 litres 2 911. GT, c'est ça ? 928 GT. Je me suis dit, en rentrant chez Porsche France, je ne peux pas avoir un œil de passionné sur mon job. Donc j'ai vendu mes voitures. Je n'avais plus de Porsche personnel. J'étais à fond sur ma mission. Et par contre, bien sûr, le côté enthousiaste, émotionnel, qui correspond à l'ADN de la marque, le rêve d'enfant, etc., qui correspondait aussi un petit peu à mon histoire, c'est vrai que je l'ai mis en avant, que je l'ai un peu utilisé comme effet de levier de tout ce qu'on a pu faire avec mon équipe en France, y compris relancer la Cup, travailler sur les 24 heures du Mans, etc. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as exactement cette même approche avec Audi maintenant. Absolument. Relancer le classique, valorisation du patrimoine. Oui, parce que je considère que, et d'ailleurs, je pense que Audi comme Porsche l'ont bien compris, on peut pas, le fait de parler de patrimoine ou d'héritage ou d'ADN de la marque qui s'est créé il y a 20, 30, 40, 50 ans, n'empêche absolument pas d'être tourné vers l'avenir, n'empêche absolument pas d'innover, de faire des voitures électriques. Moi, c'est pas du tout incompatible de parler d'une Audi RS2 et d'une e-tron GT dans la même phrase. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis ces 2 voitures-là. Absolument, c'est une très belle illustration de Citroën et la 1 Quattro. Ouais, exactement. Ouais. C'est que c'est pas incompatible, effectivement. C'est absolument pas incompatible, ça fait partie de l'ADN de la marque, et je dirais même que un des moyens pour une marque comme Audi ou comme Porsche de se différencier de nouveaux entrants qui n'ont pas d'histoire, qui démarrent par exemple aujourd'hui avec la voiture électrique, c'est que nous, on a une histoire. On a des choses à raconter. Par rapport à Tesla, notamment, qui est un pur player de l'électrique et qui n'a pas Tesla ou les marques chinoises. C'est vrai que le fait d'avoir fait Porsche comme Audi les 24 heures du Mans, d'avoir des modèles iconiques comme l'Audi TT, comme la génération RS, Porsche la 911, enfin tout ça c'est du capital de marque qui a une valeur et qui a une valeur peut-être pour Audi, peut-être 20 à 30% des clients vont être très sensibles à l'histoire de la marque, mais c'est cette histoire-là, c'est le fait d'avoir le label Audi Sport, c'est le fait d'avoir des modèles iconiques qui font que des personnes vont être spontanément attirées par la marque, même s'ils connaissent pas son histoire, ils vont se dire oui, c'est une marque elle a quelque chose, elle a du caractère. Et je pense que c'est fondamental. C'est pas parce qu'on parle du passé qu'on n'est pas tourné vers l'avenir, et c'est exactement ce que je fais avec Audi. Justement, pour revenir un peu à ton parcours, donc après la période France chez Porsche, tu es retourné à l'expatriation au Canada. Oui. Ça a duré combien de temps avant d'arriver chez Audi ? Ça a duré presque 5 ans. Extraordinaire aventure canadienne, certainement une des plus belles filiales qu'on puisse imaginer. Déjà un pays, la nature avec un grand N, le Canada, c'est 20 fois la France en superficie. C'est d'ouest en est, c'est 7500 km. C'est-à-dire c'est plus long d'aller de l'ouest du Canada à l'est du Canada que d'aller du Canada à la France. Oui, faut se le dire. Et puis un marché en pleine croissance, très très différent de la France. Tu as eu cette culture américaine ? Cette culture américaine, mais quand même très différente entre côte ouest, côte est, Toronto où j'étais basé, et le Québec. On a l'impression d'avoir 3 pays différents. Donc, c'est à la fois un pays vaste, mais extrêmement concentré dans les grandes villes. Donc, les clients Porsche étaient globalement concentrés sur 3 zones. Vancouver, Toronto, Montréal. Ça représentait environ 85% des ventes de Porsche au Canada. Donc, des grandes métropoles, quelques petites villes ou villes moyennes comme Edmonton, comme Calgary, comme Winnipeg, et le reste du Canada, c'est wild, c'est la nature, une nature extraordinaire. Donc j'ai adoré cette expérience qui était pas si simple, parce que il y a eu le Covid au milieu, parce que mes enfants étaient restés en France, donc je faisais des allers-retours pour les voir, ce qui était pas si facile, mais une expérience vraiment inoubliable, et où, encore une fois, j'ai découvert d'autres cultures, une autre manière de travailler, beaucoup plus nord-américaine, et c'était génial. C'était vraiment génial, et ça a duré 5 ans. Donc j'ai été au bout de mon contrat, que j'ai renouvelé, que j'ai étendu. C'était 3 ans au départ, j'ai fait presque 5 ans. Ouais.
Et donc 1er septembre 2022, tu arrives en tant que directeur général chez Audi. Ouais. C'est pas totalement étonnant parce que je crois que tu m'avais dit d'ailleurs que ta passion pour Audi était toujours un peu là. Je crois que t'avais toujours d'ailleurs une A6 qui te sert de voiture un petit peu. Tu l'as encore celle-ci ou pas? Quand j'étais chez Porsche, j'avais en France 3 Audi. J'avais une A1, j'avais une vieille A6 qui me servait pour aller, vieille, un 2001 je crois, donc qui me servait vraiment pour aller faire les courses, aller à la déchetterie, etc. Et j'avie, j'avoue, une RS6 qui est une voiture qui m'a toujours donc la C7, la génération d'avant. RS6 C7, Grey Daytona. Qui est une voiture qui m'a toujours fasciné, et quand j'ai eu l'opportunité d'en acheter une en 2019 de mémoire, j'ai pas hésité longtemps parce que moi j'aime quand même découvrir ce qu'est l'automobile, pas seulement bien sûr Porsche mais Audi. J'ai eu plein de voitures de différentes marques, mais celle-là honnêtement c'était un rêve de l'avoir dans le garage, et quand j'ai commencé à la conduire, j'ai bien compris que j'ai compris pourquoi c'était une voiture indispensable à avoir. Je la trouve incroyable aussi. Moi, j'ai pas conduit la toute dernière génération. Je conduis juste la C7 en performance. C'est très bien aussi. Je trouve ça fou. Ouais. C'est un couteau suisse, cette voiture. Elle est capable de tout. Ouais, et puis vraiment, t'as vraiment du plaisir de conduite. Ce qui paraît peut-être antinomique parce que c'est un énorme machin. Mais... Oui, mais moi, je suis parti en vacances avec mes 2 enfants derrière. C'est une voiture qui est absolument capable de tout faire. À la fois des tours sur un circuit, rouler tranquille sur route ouverte. Elle est d'une polyvalence incroyable, avec du caractère, avec un moteur, c'est un V8 4 litres extraordinaire. Non, pour moi, c'est difficile d'imaginer une voiture qui coche autant de cases qu'une RS6. Et d'ailleurs, ceux qui ont eu des RS6, et j'en fais partie, généralement beaucoup de mal à avoir autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas en avoir une nouvelle. C'est possible. Il y a la performance qui sort. Ouais. Donc maintenant, comme patron de la marque, si tu veux, il faut aussi que je montre un peu qu'on a une nouvelle version, et je vais avoir la chance de rouler en RS6 Performance dans quelques jours. Donc tu te recrates à RS Citroën pour la RS6 Performance, c'est ça? Ouais. La RS Citroën la GT est une voiture extraordinaire. C'est certainement, dans toutes les voitures que j'ai eues, elle est dans le top 3. Avec la RS6, c'est sûr. Bon, je dirais quand même, je mettrais une 911, parce qu'on va pas se renier non plus, mais elle est dans le top 3 parce que alors c'est une électrique. Alors, tu vas me dire, toi qui aimes les bagnoles, qui aime l'essence, le bruit de moteur, est-ce que tu aimes l'électrique? Je te dirais oui, c'est parce que c'est une électrique qui a une âme. Je suis d'accord avec toi. Pour l'avoir roulé, c'est vraiment une électrique qui a une âme, qui est en plus ultra sportive. Moi, j'aime quand même les voitures sportives, et qui a en plus une ligne... Elle est magnifique. Ouais. Breathtaking, comme on dit. Ouais. Et donc, tu as aussi celle-ci. Absolument. Parce que c'est pas un hasard qu'on t'ait ramené ça quand même. Hein. C'est pas la tienne. Ouais, non, mais elle est exactement comme ça, la tienne, je crois. Exactement, oui, c'est une 1 Quattro. C'est un concentré de tout ce que Audi incarne pour moi, cette voiture, c'est-à-dire un projet d'ingénieur un peu fou, de créer une 1 Quattro limitée à 333 exemplaires avec autant de caractéristiques techniques particulières, des jantes spécifiques, un train arrière spécifique, des pare-chocs spécifiques, l'intérieur, il y a des sièges coques, Quattro dans une 1. Incroyable. Non, c'est vraiment pour moi une voiture extrêmement désirable, qui d'ailleurs est reconnue en collection de plus en plus, et qui est recherchée. Et j'ai la chance d'avoir un bel exemplaire qui a 17 000 km. Donc super auto. Tu sais, la première fois qu'on s'est vu, c'était, je crois, à la présentation de la R8, la toute nouvelle R8. R8 GT, ouais. R8 GT. Ouais. Donc tu avais pris tes fonctions depuis quelques mois à peine. Oui, quelques semaines même. Ouais, et puis je me souviens, on avait eu une discussion, et tu nous disais, en fait, qu'on était entouré de... Je salue d'ailleurs de Quentin de Mechanicus, c'est lui qui nous a présenté. Oui, tout à fait, ouais. Qui est un copain. Et tu nous disais que tu étais très épanoui depuis que tu étais chez Audi, parce que y a plein de challenges qui sont très motivants, excitants, j'ai envie de dire. Comment tu vois un peu ta prise de fonction? Parce que au-delà des rêves auto, je sais que tu rêves d'une RS2, je sais que tu rêves d'une TT peut-être 3 litres 2. Une TT, c'est le bon moment pour en acheter une. Je pense. Ouais, absolument. Je pense. Et d'un point de vue professionnel, c'est quoi un petit peu les challenges qui se présentent? Comment tu vois les choses? Je pense que il faut jamais rester longtemps dans une zone de confort pour moi. Et j'ai toujours mis ça en application. J'ai toujours dit à mes équipes d'ailleurs, je ferai jamais l'année de trop.
Et je trouve que, après le Canada, j'avais plusieurs possibilités. Soit rester plus longtemps encore là-bas, ce qui, au niveau familial, aurait été quand même un challenge. Ça faisait 5 ans déjà. J'aurais pu rester au Canada, peut-être rester chez Porsche un peu plus longtemps, ou alors me donner quelque part un coup de pied aux fesses et changer d'univers. Et Audi, c'est assez paradoxal, mais avant de partir au Canada pour Porsche, bien sûr, on est suivi par les ressources humaines, etc. Et dans mes souhaits d'évolution, j'avais mis Audi France. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une marque extraordinaire. C'est une marque qui est certainement la plus belle réussite des marques premium des 40 dernières années. Audi est une marque qui est à la fois ancienne et très récente, avec une histoire récente très riche, et qui a pris une place incroyable sur le segment premium, puisque en fonction des marchés, elle est soit numéro 1, soit numéro 2. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais Mercedes et BMW sont arrivés bien avant. Bien avant, et à ce moment-là, Audi était vraiment le challenger et ils ont réussi, enfin, vous avez réussi à devenir en fait numéro 1, en fait, ce qui est assez fou. Absolument, avec ce positionnement à la fois technologique, un design pas exubérant. Donc c'est vrai qu'on est très différent de certaines autres marques premium, on va dire, mais un design très intemporel, une qualité de fabrication vraiment au-dessus. Et puis une gamme qui s'est développée dans les années 90-2000 comme aucun autre constructeur n'a connu à l'époque. Ça a été une aventure, je pense, incroyable. C'est quand même Ferdinand Piëch, Audi. C'est aussi la famille Piëch, famille Porsche, très liée. Et c'est le travail de toute une vie. C'est la construction de cette marque. Ça a démarré dans les années 70. Donc marque très intéressante, périmètre complètement différent de Porsche, puisqu'on est quand même sur un marché qui n'a rien à voir, un marché premium. Porsche, c'est un marché de niche très exclusif. Audi, on est face à des gros players, on est sur des canaux de vente qui n'ont rien à voir avec Porsche, beaucoup de ventes à la société. Oui, un périmètre quand même en volume beaucoup plus important, parce qu'en France, Audi, ça a été avant le Covid plus de 55 000 voitures, presque 60 000 voitures. Aujourd'hui, c'est entre 45 et 50 000 voitures, donc c'est pas rien. Un gros réseau, 145 points de vente, donc de quoi s'occuper. Et puis la marque est également à une période de charnière. Grosse transformation, l'arrivée en F1 en 2026, l'électrification, le positionnement qu'il va falloir quand même faire évoluer, parce qu'on n'achète plus une Audi uniquement pour le bruit de son moteur. Si les voitures deviennent toutes électriques, il faut trouver d'autres moyens de fidéliser les clients, de satisfaire, de séduire les clients. Donc il y a beaucoup de travail sur l'image de marque, sur le ressenti du produit à effectuer. Donc super intéressant, beau challenge, ouais. Ça, c'est un des premiers chantiers, vraiment le changement, en tout cas l'évolution de l'image de marque par rapport à l'électrification qui est de toute façon un phénomène qui est lancé, on le sait très bien. Ouais. Et tu vois quoi d'autre comme challenge ? L'évolution de l'image de marque, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. L'image de marque d'Audi, c'est construite sur 40 ans, mais aujourd'hui, elle doit évoluer. Et c'est à nous aussi, dans les filiales, de faire en sorte qu'elle évolue. C'est-à-dire que ça passe, bien sûr, le préalable à tout ça, c'est le plan produit. C'est lui qui va définir l'attractivité et qui va renforcer l'image de marque. Mais derrière le produit, il y a l'expérience client. Et l'expérience client, ça passe par le service, ça passe par le réseau. On est chez un partenaire Audi, on le voit, c'est vraiment le sens du détail, l'accueil client, la culture client, la qualité des infrastructures, la qualité... Le lieu est très beau. Oui, le lieu est très beau, mais au-delà du lieu, ce que moi je souhaite faire, c'est que on travaille énormément l'expérience client, qu'elle soit digitale, qu'elle soit physique en concession. Et pour ça, on a des programmes assez forts qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle Audi Retail Experience. Donc c'est un programme qui est en train d'être déployé avec un accompagnement de l'ensemble des forces de vente d'Audi, vente et après-vente d'ailleurs, un travail sur le parcours client en concession, un travail sur la livraison, un travail sur le digital, puisqu'on essaye de faire une expérience sans couture pour le client entre le physique et le digital. Donc, un gros chantier là-dessus. Et puis, l'image de marque, c'est aussi l'histoire, c'est la communauté Audi. Donc, moi, je travaille aussi, comme je l'ai fait d'ailleurs chez Porsche, pour créer un lien plus fort entre la communauté Audi, très engagée autour de modèles iconiques comme la gamme RS, comme le TT qui a fêté son anniversaire cette année. Donc, vraiment une voiture assez iconique dans la gamme d'Audi qu'il faut qu'on mette en avant, même si elle s'arrête. Ça fait partie maintenant du patrimoine, du capital d'Audi. Donc, je dirais un gros travail sur le réseau et puis un gros travail de
de faire évoluer les mentalités pour faire comprendre aux clients Audi d'avant que les Audi de demain seront aussi électriques, qu'une voiture électrique, c'est pas pareil qu'une voiture à essence, c'est une voiture qui est conçue beaucoup plus autour de l'expérience à bord que de la pure performance. Et c'est d'ailleurs le positionnement, c'est le travail qu'Audi AG a fait avec tous les concept cars qui ont été présentés, la famille Sphere que tu as vu plusieurs fois à la télévision, on en a eu quelques-unes en France, mais l'idée c'est vraiment de dire, voilà, demain, la voiture sera connectée, elle sera autonome. Pour aller de Paris-Lyon, on pourra plus dire, bah tiens, moi je l'ai fait en 2h30 et moi je l'ai fait en 3h30. Non, ce sera tout le monde à la même vitesse parce que l'évolution de la société, c'est ça. L'important, ce sera comment on se sent dans la voiture, quelle émotion on ressentira à bord d'une voiture avec un habitacle épuré, moderne, durable. Donc ça, c'est quand même une grosse modification de ce qu'est une marque comme Audi. Ça ne veut pas dire qu'on renie la performance, qu'on renie le sport, bien au contraire, mais demain, l'utilisation de la voiture sera différente. C'est évident. Tu parlais tout à l'heure du plan produit, c'est pas un secret que je vais révéler, mais donc la A1, le Q2 ne vont pas être renouvelés. Pas en l'état. Tu vas avoir plutôt une montée en gamme, c'est ça ? Oui, absolument. Ouais. Montée en gamme, il est clair que avec l'électrification, la marque souhaite être rentable, c'est-à-dire capitaliser sur les modèles un peu plus, pas du segment A0, mais en commençant par le segment A. Ça ne veut pas dire qu'on aura demain, qu'on arrêtera de travailler ce qu'on appelle les clients du segment A0, c'est-à-dire un Q2. Mais en tout cas, l'accès à la gamme Audi, comme d'ailleurs chez nos concurrents, on se rend compte que toutes les marques premium vont dans cette direction. Ça va être sur des voitures un petit peu plus haut de gamme, un peu plus chères. Donc, commencer par des modèles équivalents. Alors, je dis pas que ce sera exactement les mêmes parce que il va y avoir une évolution des modèles à fur et à mesure du remplacement des modèles existants, mais A3, Q3, ça va être l'accès à la gamme, et puis on va avoir un cœur de gamme avec des modèles très forts comme A6 e-tron, donc il va passer électrique, Q6, Q8, Q4, donc une grande famille de SUV électriques. On a déjà Q4, Q6 va arriver en fin d'année, Q8 est déjà arrivé. Et puis des berlines très sportives, donc on aura le label RS va continuer à vivre à travers l'électrique, pas seulement puisqu'on va encore avoir heureusement des RS thermiques pendant quelques années, mais le dernier modèle thermique pur sera lancé en 2026. Ce sera le dernier et après ce sera vraiment un arrêt. Donc ça veut dire que le thermique va vivre jusqu'à, vous savez que tu sais que le cycle de vie d'un produit traditionnellement c'est 7-8 ans, donc 2026, tu rajoutes 7 ans, 8 ans, voilà, t'es en 2033. L'arrêt, comme tu le sais, décidé par en Europe pour l'ensemble des pays, c'est 2035, fin de la vente des voitures thermiques. Donc on aura des voitures thermiques quasiment jusqu'à cette date fatidique. Ça me fait penser à une chose, c'est que j'ai l'impression qu'avec l'arrivée massif des voitures électriques, que les voitures ont tendance à grossir. Et tu vois, je me pose la question par rapport à votre plan produit, où justement on va avoir une tendance à aller sur des modèles plus haut de gamme. Est-ce que c'est lié à ça aussi ? Alors, je vais essayer de répondre sans prendre trop de temps, mais il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est que on peut pas faire un modèle aujourd'hui, les constructeurs peuvent pas faire un modèle pour un seul pays ou une seule région du monde. Ça, c'est très difficile. Donc aujourd'hui, une marque comme Audi est une marque globale qui va travailler ses modèles sur l'Europe, sur les 3 grandes zones de marché, Europe, États-Unis, Amérique du Nord et Asie, Chine. En Chine, il y a quand même beaucoup d'Audi très spécifiques. On sait que les Chinois aiment bien les berlines et aiment bien les berlines plus longues. Donc, il y a beaucoup de modèles spécifiques en Chine. Mais je dirais que la base, les plateformes, etc., ce sont des plateformes qui doivent être partagées sur l'ensemble des marchés. Ça c'est une évidence. Maintenant, effectivement, la demande des clients haut de gamme s'oriente quand même vers des voitures un petit peu plus grosses. Mais là où je voudrais nuancer le propos, c'est que il y a la demande, mais il y a aussi l'évolution des choses au niveau réglementaire en particulier. Donc, on va arriver à un moment un peu paradoxal où les clients veulent des voitures plus confortables, plus puissantes, plus luxueuses, etc. Donc, je pense que tous les constructeurs répondent à ça. Mais le législateur, lui, va réguler ça de plus en plus. Donc, on va voir arriver, on le voit déjà en France, des malus au poids, par exemple. Donc, ça veut dire je pense qu'on va atteindre un moment où on ne pourra pas faire des voitures plus lourdes qu'aujourd'hui. Il y aura plutôt une tendance à essayer de faire des voitures plus légères. Alors, il y a quand même l'électrification fait qu'on a toujours les batteries avec soi.
Donc, au lieu d'avoir un réservoir de 80 litres, on va avoir une batterie de 500, 600 kilos. Donc ça, je dirais que toutes les voitures électriques sont à peu près conçues de la même manière. Il y a le poids des batteries, mais au niveau de la conception des voitures, le but, c'est quand même à terme je crois beaucoup au retour des berlines. Les SUV vont continuer. Je pense qu'ils vont mais je pense qu'on va arriver à un plateau, ouais. En particulier en Europe. Par contre, il est clair que pour moi, les berlines ont de l'avenir. On le voit, on commence à voir de nouveau des offres de berlines ultra efficientes arriver en électrique. On va le voir également chez Audi cette année, enfin l'année prochaine, avec le lancement de la C-Citron, qui va être une superbe berline électrique avec une grosse autonomie et une conception quand même très intelligente et efficiente. Mais pour moi, vraiment, les berlines ont de l'avenir. Tout simplement parce qu'on va être obligé quand même, au bout du compte, quand on va calculer en particulier l'analyse du cycle de vie des produits, c'est que ça c'est vraiment quelque chose de très important pour l'avenir. Tous les constructeurs vont être et tous les produits vont être évalués sur la vraie empreinte carbone du cycle de vie complet du produit, de la conception au recyclage. Et dans ce cadre-là, il va falloir vraiment qu'on soit très efficient. Donc, ça veut dire que avec l'offre, on a une offre SUV qui plaît au public et qu'on va continuer à avoir, mais on aura également des berlines électriques très efficientes qui, à mon avis, vont avoir du succès parce qu'on aura de plus en plus de demandes et bon, clairement, le poids, l'efficience, c'est ce qui permet d'avoir une bonne autonomie, donc la maîtrise du poids et l'efficience aérodynamique. Donc, je pense vraiment que les berlines ou les breaks d'ailleurs ont de l'avenir. En fait, tu dis ça aussi dans l'optique d'atteindre les objectifs, j'imagine, qui ont été fixés au niveau européen. Absolument. Et donc, si je comprends bien, à terme, il va falloir arriver sur plus de légèreté et de compréhension de tout le cycle global pour arriver à ces objectifs. Oui, on va avoir une gamme très large. Avec des produits très volumineux pour des familles nombreuses par exemple, mais aussi des produits plus compacts. J'ai pas du tout dit qu'Audi a abandonné le segment des petites voitures, mais les très petites voitures, c'est que on fait partie d'un groupe dans lequel il y a plusieurs marques et il est important que chaque marque ait bien son territoire. On a des marques qui ont beaucoup de légitimité sur des petites voitures. Comme Volkswagen, comme Cupra, comme Skoda, et il y a des marques qui vont être positionné un petit peu plus haut, voire beaucoup plus haut. Donc Audi a cette volonté de monter en gamme, mais en restant dans le premium, alors que d'autres marques du groupe vont être au-dessus d'Audi et vont rentrer carrément dans le luxe. Donc ça, c'est vraiment important pour un groupe comme le groupe Volkswagen de bien définir son territoire de marque. Et c'est, je pense, dans cette optique-là que Audi se repositionne un petit peu, monte un petit peu en gamme. Par rapport à ce que tu disais sur l'expérience client, est-ce que finalement ça va pas aussi changer au-delà du fait que de nouveaux métiers vont apparaître de plus en plus, je pense notamment à l'arrivée électrique, forcément ça change l'artisanat aussi qu'il y a derrière, mais aussi par rapport au métier même de vendeur finalement. Est-ce que commercial, on peut appeler ça comme on veut, est-ce que tu penses pas que le métier va aussi évoluer avec cette nouvelle vision où tu mets vraiment le client au centre au lieu d'avoir le produit au centre? Oui, absolument. Tu mets le client au centre. C'est évident que le métier de vendeur va évoluer. Je pense qu'on va sortir du pur rôle de commercial, dont le but va être d'aller chercher X nouveaux clients. Alors bien sûr, il y aura toujours une pression commerciale pour un vendeur, mais je pense que le vendeur va être beaucoup plus un key account, ce que j'appellerais un key account ou un client Audi, comme n'importe quel client haut de gamme, il veut avoir un interlocuteur. Il veut se dire, j'ai un problème, ou j'ai besoin d'un rendez-vous, ou j'ai une question à poser. Alors bien sûr, avec l'intelligence artificielle, il pourra poser des questions, peut-être à des robots qui vont lui répondre sur des questions extrêmement simples, voire à terme un peu plus complexes, mais il y aura toujours besoin de ce contact humain qui est très important dans le haut de gamme. Et pour ça, le rôle du vendeur va complètement évoluer. C'est pour ça que d'ailleurs dans le cadre de ARE, on réfléchit à l'évolution des vendeurs. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins, je dirais, payés avec du variable plus que du fixe. Ça sera plutôt l'inverse. Ils vont être bien sûr incentivés sur une performance commerciale, mais également sur le suivi d'un client de A à Z. Donc c'est Audi Retail Experience. Audi Retail Experience, ARE, c'est ça. Ouais, on a beaucoup d'acronymes chez Audi. Il faut aussi faire. Même moi, j'ai du mal. Mais oui, Audi Retail Experience, le but, c'est de redéfinir un petit peu les rôles en concession. Donc on va avoir des experts qui vont être là aujourd'hui pour orienter les clients, pour être à disposition d'un client par exemple qui veut se renseigner sur l'électrique.
qui va soutenir l'activité marketing du partenaire Audi, qui va s'occuper de prévoir, de planifier par exemple des parcours d'essai. Donc tout ça, on parle pas du produit là, on parle vraiment de l'expérience du client. Et à côté de ces Audi experts, on a des commerciaux dont le rôle va complètement évoluer. Je pense que à terme, les commerciaux vont avoir un portefeuille de clients qui vont devoir gérer de A à Z. C'est-à-dire d'être vraiment l'interlocuteur clé du client pour répondre à ses problématiques de fiscalité, pour répondre à ses problématiques de mobilité. Parce que demain, vous pourrez posséder une Audi, mais vous pourrez aussi louer une Audi. Le but, c'est la mobilité, elle est en train de complètement se transformer. On a des clients aujourd'hui qui veulent pas forcément avoir une voiture tout le temps. Ils veulent pouvoir en prendre une quelques mois, puis ils en auraient plus besoin. Et il y a vraiment une transformation complète du métier de distributeur. De la même manière en après-vente, les ateliers vont changer complètement. Avec l'électrification, on va avoir des usines à réparer des batteries qui vont être localisées un peu partout en France et les ateliers vont avoir un rôle nouveau. C'est pour ça que moi, je veux faire absolument revenir les Audi anciennes aussi dans les ateliers Audi. C'est ça qui est bien, comme tu disais tout à l'heure, c'est que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. D'ailleurs, ici, je crois qu'on est sur un centre Audi Tradition. Tout à fait. C'est pas totalement le hasard. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette super Audi A1 Quattro. C'est quoi un petit peu concrètement toutes les idées que tu veux passer sur ce champ-là? Qu'est-ce que, disons peut-être dans 5-10 ans, qu'est-ce que tu aimerais que Audi ait mis en place à ce sujet de valorisation du patrimoine Audi? Déjà, sans aller aussi loin, ce qui est important, c'est de faire qu'un maximum de véhicules Audi restent dans le réseau. C'est-à-dire aussi bien, par exemple, sur les véhicules d'occasion. Aujourd'hui, il y a à peu près un véhicule d'occasion sur 4 de moins de 8 ans qui vraiment est dans l'écosystème Audi. Demain, on veut que c'en soit 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on veut vraiment aller chercher des parts de marché pour faire en sorte que nos clients, à la fois, achètent nos voitures dans le réseau. Qui mieux qu'Audi, je vais paraphraser, mais qui mieux qu'Audi peut entretenir ou vendre une Audi. Bon, le but, c'est de montrer, grâce à des programmes comme Audi Retail Experience, grâce à la formation, etc., qu'on est les meilleurs pour Audi. Et je pense qu'on peut vraiment l'être. Après, au-delà de ça, donc, fidéliser nos clients et ajouter des sources de business. Et je pense que, même si aujourd'hui ça peut paraître anecdotique, je pense vraiment que y a un certain nombre de clients qui vont absolument vouloir garder leur Audi, tous les clients qui ont des Audi, Audi Sport, Badge Audi Sport, RS, des classiques, des TT, des anciennes, ils vont vouloir, comme dans d'autres marques que tu connais bien, qu'on prenne soin de leur voiture. C'est pas seulement l'après-vente pour ces gens-là, c'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une manière de valoriser leur patrimoine, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à rouler avec. Et je pense que même si aujourd'hui ça peut paraître un petit peu saugrenu de dire ça, de la même manière que je l'ai dit chez Porsche il y a 15 ans, je le dis chez Audi, je pense qu'il y a des sources de business importantes sur l'entretien, la cosmétique, tout ce qui est classique, modèle héritage, etc. On peut très bien imaginer un jour peut-être faire un concours classique chez Audi, pourquoi pas. Et ça permettra aux ateliers de continuer à vivre. Bon, à court terme, il n'y a pas de risque parce qu'il y a un très gros parc qui continue à se constituer. Mais sur le long terme, on aura un peu moins d'activité en atelier avec les véhicules très récents. Donc, il faut compenser avec les véhicules plus anciens, avec des services supplémentaires. Moi, je crois beaucoup justement aux soins des voitures. Beaucoup de gens maintenant mettent des films sur les voitures. Beaucoup de gens n'hésitent pas à leur redonner un coup de frais. Il faut absolument accompagner les partenaires Audi à proposer des forfaits, par exemple, de carrosserie, de remise en état. Des choses qu'on faisait pas forcément jusqu'à présent, qu'on doit absolument faire de plus en plus pour fidéliser nos clients. Ça valorise aussi le côté passionnel, puisqu'on sait très bien, et toi comme moi, on est touché par ça, puisqu'on est passionné d'auto. Ouais. Mais tu as un rapport avec ton auto qui est assez particulier. C'est plus qu'un objet qui te sert à te déplacer. Oui. T'as un attachement à cet objet. Absolument. Il y a l'attachement à la marque aussi. On a un attachement on parlait ce midi avec un journaliste. On a un attachement à la marque au-delà des produits chez Audi qui est très fort. Et la marque justifie aussi tout ce qu'a fait la marque dans le passé, tout ce qu'elle incarne. Quand on pense à Audi, on pense à Audi dans le cinéma, on pense à Audi à 24 heures du Mans. On a l'avion qui passe. mais le rôle de la marque est essentiel et il faut qu'on le cultive. Aujourd'hui, tu vas acheter un sac Chanel ou Hermès.
Pourquoi ? Parce que tu as vu peut-être dans les années 50 Audrey Hepburn porter le même sac, tu as ce même sac qui a le même design qui existait déjà en 1930, chose que d'autres concurrents n'ont pas forcément. Et pourquoi tu t'attaches à la marque ? Parce qu'elle a une histoire, parce que elle raconte des histoires. Le côté iconique. Le côté iconique est ultra important. Et chez Audi, on a la chance d'avoir pas mal de matières iconiques. Clairement. Récentes ou un peu moins récentes. Parce que les premières Audi iconiques, maintenant, elles ont presque 40 ans. J'ai l'impression aussi, par rapport, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'électrique, qu'il y a aussi un phénomène dont finalement vous, constructeurs, vous êtes un peu pris au piège, c'est ce phénomène d'inertie. C'est-à-dire que des décisions ont été prises il y a très longtemps, d'un point de vue européen, même international, pour justement réformer cette phase où maintenant on n'est plus dans une époque où l'énergie est illimitée et on peut faire n'importe quoi. C'est plus du tout le cas. Et du coup, qu'en fait, nous, on a l'impression en tant que citoyen lambda qu'on est à une certaine étape, sauf qu'en fait, vous êtes déjà projeté sur l'étape d'après. Bien sûr. Bien sûr, l'étape qu'on vit aujourd'hui, elle a été enclenchée il y a plus de 15 ans. L'électrification, c'est le moyen le plus rapide de décarboner l'automobile, qu'on le veuille ou non. Alors, vous avez toujours trouvé l'exemple extrême de quelqu'un qui fait, je sais pas moi, 2000 km par semaine et qui peut pas rouler en électrique. C'est possible, mais pour l'immense majorité des clients, l'offre électrique va correspondre à une demande de mobilité et va y correspondre pleinement. Ça, j'en suis persuadé. Moi, je roule en électrique aujourd'hui. J'ai un profil de conducteur. Je fais de la région parisienne, je vais en province 1 ou 2 fois par semaine. J'ai jamais eu aucun problème d'autonomie avec ma voiture. Bon, je roule en RSI 30 GT, jamais. Elle recharge très vite. Je fais 350 km en moyenne entre 2 recharges, donc c'est pas un problème. Et il faut se dire que ce mouvement, pour moi, il est irréversible. Alors peut-être que sur des produits de niche, on l'a vu, il y a un certain nombre d'autres technologies qui peuvent et qui vont arriver. L'important, c'est de pas de dire il y a une seule technologie pour la mobilité de demain, mais de laisser le champ des possibles aux ingénieurs. Et aujourd'hui, dans ce champ de possibles, le plus efficace à court terme, c'est l'électrique. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc il faut s'y préparer. Et demain se prépare dès aujourd'hui. Les normes qui sont en cours de conception aujourd'hui vont définir le produit automobile de demain. On en parlait tout à l'heure, la baisse du poids, plus d'efficience. Donc peut-être demain, peut-être que dans 15 ans, les batteries seront plus petites parce que les voitures consommeront beaucoup moins, donc ça générera beaucoup moins de problématiques de pic. Tu sais que le problème c'est le pic, c'est pas forcément de recharger les voitures. Il y a assez d'électricité pour recharger toutes les voitures, mais par contre, si tout le monde recharge avec un énorme besoin instantané à un instant T, ça va être très difficile. Donc les voitures de demain seront certainement plus légères, plus efficientes, et une voiture qui a une batterie de 50 kW sera beaucoup plus facile à recharger qu'une voiture qui a une batterie de 120 ou 130 kW. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite, parce qu'il n'y a jamais de limite à la créativité des ingénieurs. On voit aux États-Unis, tu l'as vu, on voit certains SUV qui ont des batteries énormes, qui font presque 1 tonne. Bon, je pense pas que ce soit l'avenir en Europe, très sincèrement. Et c'est pas grave. De toute façon, les ingénieurs, par définition, ont cette capacité à innover, à réinventer, à aller chercher des challenges qu'on pensait insurmontables, et à chaque fois, ils y arrivent. Donc, j'ai pas de doute que ça va être le cas demain, mais ce sera peut-être un tout petit peu différent d'aujourd'hui. Et c'est pas du tout incompatible avec le côté passion, et je pense que tu en es la preuve. Absolument. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait. Donc, ta prochaine voiture, ce sera une RS6. Oui. Pack Performance, la C8 qui est absolument magnifique. Tu m'as d'ailleurs décrit la configuration. Donc je confirme qu'elle est vraiment très cool. Ouais. On a parlé tout à l'heure de l'Audi A1 Quattro, de ton A6. T'as quoi d'autre comme petit jouet dans ton garage ? Je crois que t'as 2 enfants, dont un qui est bien piqué maintenant. Ouais, les 2 aiment bien, mais l'aîné est très, très piqué, et j'ai la chance d'avoir un fils qui est très raisonnable, et donc j'ai toute confiance en lui, donc il m'aide un petit peu à suivre mon parc automobile, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour ça, donc c'est vrai qu'il s'en occupe un petit peu. Alors dans mon parc automobile, je peux te citer une voiture que j'adore. Alors c'est pas une voiture du groupe Volkswagen, mais bon, c'est perso, donc je pense qu'il y a aucun problème. J'ai une 528i de 1981
La voiture de Mérine, quoi. La voiture de Malfra, quoi, qui est une voiture que j'adore parce que c'est du plaisir de conduire à l'état pur. Elle est magnifique en plus. Ça, c'est si je dois la garder dans moi. Alors, j'ai vraiment. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai presque mon garage idéal. J'ai bien sûr celle-là. J'ai cette 528 qui est vraiment, si je veux avoir la banane un matin, je vais conduire 1 heure avec et je reviens. C'est vraiment ce 6 cylindres, la direction précise, extrêmement chirurgicale. C'est vraiment une voiture qui procure énormément de plaisir. Voilà, bon, dans le garage idéal, il y a forcément une Porsche. Hein, donc, dans mon cas, c'est un Boxster Spider 987, qui est une voiture extraordinaire également à conduire. Pareil, j'adore le côté précis, légèreté. Hein, c'est une des Porsche les plus légères. Boîte mécanique. Boîte méca, 1275 kilos. Bon, j'ai pas les sièges baquets, mais elle doit faire 1300 kilos à peu près. Et toute la quintessence de Porsche, légèreté, le flat 6, une voiture quand même assez exclusive, très sympa en look. On dirait une petite Carrera GT. Donc ouais, ça clairement, elle est dans mon garage idéal. Une BM parce que ce 6 cylindres, il est quand même incroyable. Une A1 Quattro. Et puis, voilà, je peux imaginer. Oui, j'ai toujours une Citroën dans mon garage. Que tu as depuis des années, je crois. Ouais, depuis presque 20 ans. Ouais, alors j'ai eu une période très Citroën, hein, j'avoue. J'en ai eu simultanément, j'en ai eu jusqu'à 5. Mais alors des voitures... vraiment rien à voir avec Porsche et Audi, puisque j'ai eu une GS, j'ai eu une CX, j'ai eu vraiment une période Citroën parce que je trouve que c'est une marque qui a en fait écrit toute l'innovation de la distribution automobile avant tout le monde. Enfin, en Europe avant tout le monde, parce qu'ils sont beaucoup inspirés de ce qui se passait aux États-Unis. Mais Citroën a inventé la distribution automobile telle qu'on la connaît et ils ont inventé ça dans les années 20, les années 30. Et je trouve que c'est... Bon, après, il y a eu le côté ingénierie qui était super intéressant, la 2 chevaux, la DS. Donc, j'ai beaucoup aimé rouler en Citroën et j'ai toujours ma DS de 1958 dans mon garage que je sors de temps en temps, qui est certainement une des voitures les plus émotionnelles aussi à conduire, mais que je conduis pas très souvent. Je trouve ça bien parce que tu as des goûts vachement éclectiques dans ton garage. Je crois savoir que tu as aussi une Mercedes, une vieille Mercedes. Ouais, j'ai une vieille Mercedes classe E break. Ouais. Mais j'ai eu des voitures complètement exotiques. Hein. J'ai eu une Dodge Viper GTS. C'est une Dodge Viper. Ouais. Et comment c'était cette période? C'était j'ai eu un coup de cœur en fait. Cette voiture, j'étais à Exclusive Drive au Mans et puis je passe devant cette voiture, le type qui la vendait me l'a démarré et je me suis dit mais je ne peux pas repartir. Il m'a fallu du temps quand même pour l'acheter, j'ai pas acheté tout de suite, mais quand j'ai entendu ce V10 monstrueux, 8 litres 3 de cylindrée, je me suis dit faut quand même que j'essaye ça un jour dans ma vie. Donc j'ai essayé, j'ai pas gardé très longtemps parce que c'est une voiture très difficile à conduire sur route ouverte. Elle est monstrueuse, elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Le châssis est bon, contrairement il paraît que c'est très bon, ouais. Le châssis est vraiment bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Le moteur est juste. J'ai jamais eu ce sentiment de puissance infinie en roulant dans une voiture c'est absolument incroyable. À 140 en 6e, le moteur broute parce qu'on est en sous-régime. Donc on peut pas rester en 6e à une vitesse légale sur l'autoroute en France, impossible. Donc en fait, si tu te fais arrêter par donc la police, tu expliques tout simplement que c'est pour la sécurité. Exactement, de tout le monde, pour tu es à 180. Pour que le moteur puisse être dans des tours à peu près. Ouais, elle est pas du tout adaptée à nos routes françaises, quoi. Ouais, et puis elle chauffe beaucoup. Enfin, dans les embouteillages, ça chauffe beaucoup de devant parce que le moteur est devant. Mais j'ai adoré cette voiture, vraiment. Mais difficile parce c'est pas une voiture qu'on peut utiliser au quotidien ou régulièrement comme une Audi, une Porsche par exemple. C'est beaucoup plus exclusif. Mais j'ai adoré. T'as eu quoi d'autre comme petite surprise comme ça? Parce que ça, tu vois, je savais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai eu comme voiture sympa? Bon, je les ai pas toutes gardées longtemps, hein, mais non, mais tu voulais découvrir en fait, c'est découvrir. Oui, mais le but c'est de découvrir. Moi, je veux absolument. J'ai eu une Aston DB9, très sympa, un peu ennuyeuse à conduire, mais le moteur est sympa. Voilà, j'ai eu plein de trucs un peu exotiques, ouais. Une Ferrari 360 Spider. En boîte méca ou en boîte F1? En boîte méca, très sympa aussi. Mais j'assumais pas du tout. Le côté Ferrari, c'est ça. J'ai eu du mal. Mais bon, j'aime beaucoup Ferrari.
Je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire, l'évolution qu'on voit aujourd'hui de leurs produits, ils arrivent toujours à être très créatifs d'une génération sur l'autre avec des designs complètement différents. Je trouve ça fort. Des moteurs incroyables, beaucoup de technologie. Donc non, c'est une marque impressionnante. Voilà, bon, j'ai eu, comme je t'ai dit, plusieurs Audi. Un peu de tout en fait. Donc demain on pourrait te voir aussi avec une Audi R8 si t'aimes bien les coupés de place. J'adore l'Audi R8. Une V10. Ouais. Une V10. Plutôt récente ou plutôt les premières Non, plutôt une récente. Ouais. La R8 GT, c'est un kiff absolu. C'est 2 roues motrices. J'ai eu l'occasion de l'essayer, de bien l'essayer, on va dire, il y a quelques semaines. Je suis chanceux, j'aimerais bien l'essayer, c'est incroyable. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Le châssis est très très équilibré, même en 2 roues motrices. Moi, je pense que je préfère en 2 roues motrices parce que c'est plus vivant. La voiture est très lisible. Tu te fais pas peur plus que ça? Non. Par contre, ça va vite quand même. Donc, faut faire attention. Mais c'est une voiture extraordinaire. Ça freine. C'est extrêmement équilibré. Ça tourne bien. Ça prend bien les virages. Non, vraiment le R8 GT ou une R8 V10. Vraiment 2 roues motrices. Ouais, ça me plairait bien. Dans le garage, forcément, ça trouve à sa place. Tu sais, j'ai une question un peu traditionnelle pour finir chaque podcast. Ouais. T'as un peu ton garage idéal, là, ça y est, donc ouais. Que te souhaiter de plus par rapport à ta passion automobile, en tout cas en perso, c'est déjà le top. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ça soit professionnellement, personnellement? Est-ce que t'as une idée? T'as le job de rêve, ouais. Le garage de rêve? Ouais. Ce que tu peux me souhaiter, c'est que je réussisse à donner à Audi en France, à faire prendre le virage que la marque doit prendre pour être aimée, désirée dans le futur. Je pense que c'est ça, professionnellement, c'est mon challenge. C'est de faire en sorte que la marque reste à la fois innovante, actuelle, désirable. D'ailleurs, le slogan un petit peu que j'ai choisi avec mon équipe pour définir ma stratégie, c'est donner envie de choisir Audi. C'est-à-dire que c'est nous, c'est bien sûr le produit, mais également un produit haut de gamme, on l'achète pour le produit, mais également pour ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie. Tant en termes de communauté que en termes d'engagement sociétal. Demain, une voiture devra être irréprochable à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui s'en préoccupe. Demain, ce sera hyper important. Donc oui, moi vraiment ce qui me motive le matin, c'est déjà de travailler avec mon équipe. Moi, au-delà de l'amour de l'automobile, j'aime travailler avec des gens. J'aime travailler avec une équipe, j'aime fédérer autour d'un projet, autour d'une ambition, et c'est ça vraiment qui me motive. Voilà, à titre je dirais professionnel, c'est ça, c'est vraiment d'accompagner la marque vers ses futurs challenges, l'arrivée de la Formule 1, l'arrivée de l'électrique, la modification de la distribution, de la modification du parcours client, etc. Après, à titre perso, c'est de continuer à profiter de ces moments avec, je dirais, le côté récréatif de l'automobile qui restera, même si demain, moi je suis le premier à dire, je n'utilise plus la voiture pour aller à Paris, par exemple. J'ai la chance d'avoir des transports en commun à côté de chez moi, j'ai une trottinette, j'ai une station Vélib à côté. Je trouve ridicule d'aller m'engluer dans un embouteillage pour faire 3 km. Il y en a qui peuvent pas faire ça. Je pense que l'important, c'est quand même qu'on garde une certaine liberté. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent interdire, qui veulent restreindre, etc. Il faut garder une certaine liberté parce que tout le monde n'a pas les mêmes usages, tout le monde n'a pas la même capacité à se retrouver. Si vous êtes demain avec une poussette, des objets encombrants, vous avez besoin de faire un plein de nourriture, vous avez besoin d'acheter Ikea, vous avez besoin d'une voiture. Par contre, si demain vous êtes tout seul ou vous allez vous promener en ville, dîner à un restaurant le soir, vous pouvez peut-être prendre les transports en commun ou prendre un vélo. Bon, il faut pas être sectaire, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc moi, ce que je voudrais vraiment à titre personnel à l'avenir, c'est que on ait la possibilité d'avoir cet usage récréatif de nos voitures, anciennes, modernes, thermiques, qui font du bruit. Je pense franchement que c'est le cas. Parce qu'il y a la carte grise collection, parce que y a tout ce patrimoine automobile qui est maintenant quand même reconnu, avec des modèles complètement iconiques qui sont maintenant comme des œuvres d'art, puisqu'on voit que une Ferrari des années 60, une 300 SL, une Porsche 550 Spider sont des voitures qui sont plus des voitures, sont des œuvres d'art. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup de voitures beaucoup plus accessibles
qui sont des vrais objets iconiques de passion, et je souhaite vraiment avoir la possibilité de les utiliser, mais avec un usage récréatif. C'est-à-dire pas forcément en avoir besoin de ces voitures pour me déplacer, mais d'en avoir envie. Revenir à ce côté plaisir, à ce côté liberté, Absolument. Et pas juste moyen de déplacement. Exactement. Je pense qu'on va de plus en plus séparer les deux. D'avoir l'automobile plaisir, usage récréatif, par exemple sur circuit, faire des rallyes. On voit vraiment l'automobile ancienne, même récente ancienne, les Youngtimers, c'est un phénomène moi que j'adore, qui montre que cette passion est toujours là. Pour aller faire des rallyes en province, on voit une offre de rallye qui est en train d'exploser. On voit des villes qui veulent attirer des rallyes parce que ce sont des gens qui ont du pouvoir d'achat, des gens qui vont utiliser les hôtels, les restaurants, qui vont aller se faire les petites routes à un rythme normal, sans aller trop vite. Donc je pense que le côté art de vivre, récréation sur circuit va perdurer. Et à côté de ça, pour le quotidien, on aura des voitures qui seront électriques, qui auront zéro émission et qui vont être utilisées dans des usages où elles ont un sens. Voilà. Merci Marc pour toutes ces histoires, parce que ton parcours est tellement riche, là, forcément, on pouvait pas tout raconter, ce serait trop long. On a réussi à slalomer entre les avions, ouais. Parce que là, on est donc à Roissy, et forcément, il y a plein d'avions qui décollent et qui atterrissent. Tout entendu. Non, il n'y a pas de souci. Je suis sûr qu'on a réussi à bien gérer ça. C'était un plaisir, en tout cas. C'était un plaisir partagé depuis le temps qu'on devait réussir à... On a finalement réussi, tu vois. Absolument. Je t'avais dit, j'étais confiant. Mais en tout cas, merci pour ce moment. Et merci de faire vivre aussi la passion automobile. À travers la boîte à gants. Ouais, non, c'est une belle aventure. On espère que ça va durer encore longtemps. Bravo. À bientôt, Marc. Merci, Yann.